J'ai intégré l'INSA de Rennes, donc l'école d'ingénieurs publics, où là, effectivement, ça a été un choc émotionnel, on va dire, où là, on se retrouve dans des amphithéâtres avec 200 élèves, avec un prof qui écrit très vite au tableau, qui ne nous regarde pas forcément. Donc par rapport à la lecture labiale, on est complètement déconnecté. On a beaucoup d'heures de cours, des matières qui se succèdent, etc. Donc là, pendant les 6 premiers mois d'école d'ingénieur, j'étais à la limite de décrocher. Et en fait, ce qui m'a permis de rattraper l'année, c'est d'avoir rencontré en fait un autre étudiant sourd qui était en 4e année à ce moment-là et qui m'a rassuré, qui m'a dit oui c'est difficile, mais pourquoi tu ne pourrais pas utiliser un système de micro HF que tu pourrais faire porter sur le professeur et qui permettrait d'avoir une récupération et une écoute meilleure. Voilà. Et donc les profs ils ont accepté le système, c'était pas évident non plus pour eux. Il fallait leur faire prendre conscience que c'était un micro qui allait m'aider. Donc c'était un système qui m'a permis de mieux me concentrer sur la matière et de ne pas aller chercher l'information avant même de la comprendre. Je la comprenais en direct dans l'amphithéâtre. Il n'y avait pas de rattrapage à faire derrière. Et même sans lecture labiale, du coup là vous arriviez à entendre assez? Oui, avec des supports écrits. Et du coup j'ai pu réussir la première année au final, avec 6 mois de perdu, entre guillemets. Parce que je n'avais pas pris conscience à l'époque que ça allait être aussi difficile. Et vous me racontez la suite après, donc comment est-ce que vous êtes entré dans votre entreprise? Parce que vous êtes ingénieur dans une grande entreprise du nucléaire. Donc là, effectivement, j'ai utilisé les canaux classiques, CV, auprès de l'APEC notamment. C'est l'équivalent de Pôle emploi, mais pour les ingénieurs, pour les cadres. Ça existe encore aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai envoyé des CV à multiples entreprises, etc. J'ai eu des entretiens, mais ça n'a pas été au bout, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une image de la surdité, on ne connaît pas, c'est un handicap. C'est marqué sur votre CV ou pas? C'est-à-dire que effectivement, je mettais la surdité sur la table, entre guillemets, pendant l'entretien d'embauche. L'entreprise ne connaissait pas, mais de mon côté, je ne connaissais pas non plus l'implication de la surdité dans le monde de l'entreprise, parce que j'y étais pas confronté. Du coup, je pense qu'il y avait effectivement un mal-être, je pense. Donc au final, je me suis plutôt raccroché sur des associations spécialisées pour pouvoir accompagner des jeunes étudiants, des jeunes diplômés en situation de handicap, pour les accompagner vers les employeurs qui cherchaient justement des profils. Et donc finalement, je suis passé par ce canal-là, mais ça aurait très bien pu marcher par le canal classique, parce que je suis tombé sur la même annonce, on va dire, tout seul, et via l'association, et j'ai été contacté par l'association au final. Mais voilà, je suis super content d'avoir intégré mon entreprise d'ingénierie sur Paris. Et ça fait 13 ans maintenant, et c'est vrai que le parcours à l'intérieur n'est pas non plus facile. Parce qu'il y a un cheminement aussi à faire dans le monde de l'entreprise, comme on l'a fait pendant les études. En fait, il faut s'adapter à l'environnement. Il y a des contextes de réunion, de téléphone, des contextes de langue. Je travaille sur des projets internationaux, donc la langue anglaise est de plus en plus présente aujourd'hui d'ailleurs. Donc du coup, il y a des réunions, effectivement, où là, je vais peut-être avoir besoin d'un appui, que ce soit en langue française qu'en langue anglaise, où là, je vais solliciter la vélotypie. Donc la vélotypie, en fait, c'est un sous-titrage en direct de ce qui va être dit en réunion. Alors soit c'est une vélotypiste qui vient dans la salle de réunion, ou soit on nous transmet le son dans leur entreprise et qui nous renvoie par Internet le rendu écrit. Donc vous voyez le texte en fait qui s'affiche pendant que les gens parlent, c'est ça? C'est ça. Et même d'ailleurs, mon voisin entendant, qui ne maîtrise pas trop bien la langue anglaise, il s'appuie sur mon écran pour suivre la réunion. Donc c'est assez comique. Est-ce que vous avez l'impression que l'employeur que vous avez a bien fait les choses pour vous dans l'entreprise depuis que vous êtes arrivé? Je pense que oui, l'employeur a été à l'écoute. C'est important d'être à l'écoute parce que en fait,
la demande, elle vient de nous. L'employeur ne peut pas nous connaître si on ne s'exprime pas sur nos besoins. Après, effectivement, il peut y avoir des négociations disant, voilà, ça coûte de l'argent à l'entreprise, donc on va essayer de limiter le nombre d'heures, on va essayer de trouver des solutions, etc. Par exemple, le sous-titrage, quoi, c'est ça, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que le sous-titrage, tu en as besoin pour des réunions à plus de 10 personnes ou en dessous? Enfin, voilà, c'est les genres de questions qu'on nous pose et qui derrière permet de mobiliser les moyens en face, quoi. Et donc pour répondre à la question de savoir s'ils font bien les choses pour vous, plutôt oui, avec ce petit bémol, ou comment vous diriez? C'est-à-dire que c'est un travail qui se fait au quotidien. C'est-à-dire que les RH changent, on change d'équipe, on change de chef de service, etc. Donc il faut perpétuellement recommencer le travail de sensibilisation, le travail de, entre guillemets, défendre voilà, les moyens, même si voilà, c'est quand même intégré dans le système. Et d'ailleurs, c'est pour ça que changer d'entreprise, c'est quelque chose qui est un peu difficile, parce qu'on a mis en place des choses. Et après, voilà, faut aussi avoir de la motivation et être clair avec le deuxième employeur, éventuellement, pour continuer un parcours, une carrière, on va dire, totalement classique. Est-ce que vous diriez, parce que vous avez présidé plusieurs associations de personnes sourdes, Cédric, est-ce que vous diriez que la situation s'améliore de façon significative pour justement les personnes malentendantes en France? Oui, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place, notamment le sous-titrage à la télévision, des lois qui sont en notre faveur et du coup qui rend plus visible la surdité. Avant, il y avait vraiment tout à défendre. Après, il y a une population effectivement qu'on a découvert qui était en détresse, en vraie détresse. Et là, c'est vraiment un travail qui a été fait au niveau de l'UNISDA pour parler, mettre sur la table la détresse psychologique des personnes sourdes malentendantes. On a parlé d'une personne sur deux en détresse. Il y a eu des études qui ont été menées, mais que derrière, il n'y a pas forcément de professionnels qui comprennent en fait la situation de surdité et la détresse qui pourrait en découler. Du coup, il y a des tentatives de suicide, on en parle, etc. Détresse, c'est justement à cause de cet isolement. C'est ça, des gens qui se renferment sur eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à être dans le monde avec les autres. Oui, oui. Et ça commence dès la famille, dès le noyau de la famille. Quand on tombe sur des parents qui ne savent pas comment faire, c'est ça? Voilà, qui n'ont pas été accompagnés non plus. Au moment de l'annonce de la surdité, c'est le moment clé, entre guillemets, du démarrage, de la prise en compte de la problématique. Si on accompagne les parents et que tout de suite les parents ils vont rencontrer des jeunes de 20 ans, 25 ans, voilà, qui s'intègrent bien dans la société, qui ont des emplois, on va dire, totalement classiques, avocats, ingénieurs ou même professeurs ou éboueurs. Enfin voilà, c'est ça qu'il faut montrer et rassurer les parents pour qu'ensuite derrière, après il y ait des choix à faire, de communication, de langue, parler de langue des signes, de LPC. Voilà, c'est des choix de la famille. Au fond, les parents, parce que les enfants sont tout petits quand on fait ces choix-là. Ouais. Voilà, c'est ça. L'enfant ne va pas choisir de faire de la langue des signes. Donc c'est les parents vraiment qui peuvent l'apporter. Et d'ailleurs, on devrait former les parents plus à la langue des signes pour justement qu'ils puissent communiquer avec leur enfant. Quand vous dites que vous avez découvert une population en détresse, ça veut dire que vous, par exemple, vous ne soupçonniez pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient isolées? Moi-même, j'étais en détresse. Voilà, par rapport à tout le parcours que j'ai exposé, et du moment où je me suis senti incompris, isolé. Et c'est important d'en parler aussi. Parce que voilà, c'est ça le risque d'une société qui ne comprend pas, qui ne nous intègre pas, qui ne nous tend pas la main, entre guillemets, qui ne s'adapte pas à notre particularité. Et ben voilà, c'est ça le risque d'avoir des décrochages et des isolements au niveau social, quoi.